Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence pour réussir sa rentrée en élémentaire avec Sarah et Nicolas Zanettacci. Bonjour Sarah, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Sophie, Sophie Corot, Bonjour. directrice des éditions ESF Sciences Humaines. Donc nous sommes là tous ensemble ce matin pour vous parler donc du livre Réussir sa rentrée en élémentaire, donc coécrit par Sarah et Nicolas. Cette conférence donc est organisée par les éditions ESF Sciences Humaines. Donc pour vous faire un rapide récap de ce qui va se passer, donc on est ensemble pour 1 heure. Sophie va commencer par vous présenter la maison et aussi donc la collection pardon, Je me lance en classe, dans lequel s'inscrit le livre de Sarah et Nicolas. Et ensuite, nous commencerons notre conférence et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions tout le long en fait de nos échanges. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions plutôt que le chat pour demander donc toutes vos questions sur la rentrée, sur la préparation de votre année en élémentaire. Vous pouvez aussi, si vous acceptez, répondre à notre petite question dans l'onglet sondage pour savoir identifier vos besoins. Est-ce que vous êtes débutant et puis est-ce que vous avez déjà lu le livre. Sophie, je te laisse la parole pour débuter. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée particulière de conférence pour la préparation de la rentrée scolaire. J'espère que vous avez tous passé un bel été et je vous souhaite une préparation et une rentrée scolaire la plus sereine et réussie possible. Merci infiniment Sarah et Nicolas de participer et d'échanger avec tous nos participants pour leur donner tous vos conseils et toute votre expérience sur la rentrée et l'année scolaire en élémentaire. Vous le savez, ESF Sciences Humaines est un éditeur qui publie de nombreux ouvrages en pédagogie, beaucoup d'ouvrages de référence avec des personnalités de la pédagogie importantes. Et nous avons lancé, il y a maintenant 1 an, la collection Je me lance en classe, l'ouvrage Une rentrée sereine en élémentaire de Sarah et Nicolas Zanettacci a été le lancement en juin dernier de cette collection extrêmement pratique, très illustrée, qui explique pas à pas comment, bien sûr, réussir sa rentrée, mais au-delà de sa rentrée, toute son année scolaire. Et donc, merci à eux d'être là avec nous. Cette collection est une collection qui est en plein essor, puisque donc elle a à peine 1 an et nous avons déjà 7 ouvrages différents dans la collection Je me lance en classe, qui s'adresse soit aux enseignants débutants, soit aux enseignants expérimentés, mais qui veulent débuter dans de nouvelles pratiques, essayer de nouvelles pédagogies. Voilà, donc je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Herminie, d'avoir organisé cette journée et d'organiser ce temps d'échange ensemble. Je vous souhaite une très belle conférence. Merci Sophie. Donc bonjour aux nouveaux arrivants qui nous rejoignent. Pour information, donc vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la conférence. On prendra le temps d'y répondre. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions, voilà, pour interroger Sarah et Nicolas. Donc Sarah, Nicolas, pour commencer, peut-être avant de débuter, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter votre parcours et le livre? Pourquoi est-ce que vous êtes l'auteur de ce livre en particulier? On peut. Merci. Déjà, merci à vous pour cette organisation et merci à tous les participants de cette conférence. Notre parcours, c'est beaucoup de classes élémentaires, surtout depuis une quinzaine d'années. On a aussi passé le CAFIPEF il y a 5 ans pour devenir formateur. On a commencé à peu près en même temps. D'abord moi, et Nicolas était à ce moment-là projectionniste dans le cinéma itinérant. Mais ça n'a pas duré très longtemps, et heureusement, parce que quand je travaillais le soir et qu'après une journée de classe,
je continuais à travailler de manière illimitée. Il avait du mal à comprendre au départ. Donc ça nous a fait du bien de nous retrouver tous les deux à faire ce métier. Et c'est vrai qu'on l'a partagé dès le départ, quand j'étais enseignante et que lui, il était projectionniste, il intervenait dans ma classe, il était aussi stagiaire pour préparer le concours. Et au final, on a vraiment vécu cette expérience d'enseignant, toujours dans une idée de partage et à toujours avoir besoin de réfléchir avec d'autres enseignants, à continuer nos vacances, à faire nos vacances pédagogiques en s'inscrivant à des stages, à des colloques, à des... Pas toutes les vacances non plus, mais Voilà. la tête. Et à vouloir aussi continuer le soir à discuter des problèmes rencontrés ou des réussites qu'on pouvait avoir. Voilà. Donc, ce qui nous a amené à écrire ce livre, c'était la rencontre déjà avec Sylvain Connac, donc on le remercie infiniment parce que c'est grâce à lui qu'on s'est lancé dans ce projet-là. Et d'ailleurs, il est largement cité dans notre livre, il nous a énormément inspiré, lui et d'autres chercheurs. Et ce qui nous a plu dans cette expérience, c'est pas de se dire, tiens, là, au bout de 15 ans, ça y est, on a tout compris, on va pouvoir dire comment on fait à l'école. Non, c'est plutôt se dire, non, on n'a pas encore les classes, on n'a pas une classe chacun irréprochable, on a encore des soucis, on a encore des questionnements, on a encore beaucoup de recherches à faire. Mais par contre, on a vécu ces débuts contents d'être ensemble, contents de pouvoir profiter de partager avec d'autres personnes. Et du coup, on a voulu partager ça aussi à notre manière, grâce à tous les échanges qu'on a pu avoir, grâce à toutes les lectures qu'on a pu faire, grâce à toutes les rencontres qu'on a faites. Et on a pu des fois trouver des outils qui nous convenaient. Ce qui nous a énormément plu aussi dans ce projet, c'est qu'on nous demandait de relier la théorie avec la pratique. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui correspondait à notre pratique depuis le départ. C'est-à-dire de se dire que dans ce métier qui est difficile, où des fois on rencontre des moments où on peut encore se sentir impuissant face à certaines situations, on a des fois, on a beaucoup de théories à aller chercher qui peuvent des fois nous faire sortir de difficultés. Et tout ça, c'est ce qui fait le côté passionnant de ce métier. Et de nous donner envie de continuer chaque jour, chaque année, pour l'instant en tout cas. Voilà. On a essayé de faire, au-delà des nuits entières à travailler, puis de toutes les vacances passées, non, c'est pas, mais c'est de retranscrire vraiment ça, ce truc on n'avance pas tout seul. On s'est pas construit tout seul dans notre métier, on s'est construit dans des stages, dans des colloques, dans des formations sur une journée, on va dans la classe des uns, la classe des autres, et on se montre des choses, on discute avec des gens qui deviennent des copains, des amis, et du coup c'est un cadre professionnel sécurisant. Et voilà, pour insister là-dessus, on n'avance pas tout seul, voilà, et on essaye dans ce bouquin de citer au maximum des gens qui nous ont inspirés. Voilà, toujours ce lien entre la pratique, la recherche et les textes officiels, parce que on est dans un métier où on doit aussi, c'est normal, hein, il y a des textes et souvent on peut très très bien s'en servir. Donc voilà, ce livre, on a essayé de mêler tout ça, tout ce qui fait notre pratique. Merci à tous les deux. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai préparé quelques petites questions pour commencer. Déjà, qu'est-ce qu'on doit pour la rentrée, pour le jour J, pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il faut impérativement être prêt? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut Voilà. Mais en général, on ne va pas répondre par des il faut ou nous faisons. D'abord parce que chaque année, on ne fait pas la même chose dans nos classes. Parce qu'on change de groupe, on a grandi nous aussi. Donc voilà. Par contre, ce qu'on se pose nous comme et ce qu'on propose dans le bouquin, c'est justement de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour que la première journée soit bien. Et du coup, alors si on peut afficher les besoins de chacun, peut-être Herminie, s'il vous plaît. Oui. Une première technique qu'on propose, c'est de se poser cette question-là pour que le premier jour soit réussi. C'est quoi les besoins? Qu'est-ce que c'est mes besoins à moi en tant qu'enseignant ou enseignante?
pour que je me dise le soir, bah tiens, c'était bien cette journée. Les besoins des enfants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont revenir le soir et dire à leurs parents, oh, c'était trop bien cette journée, je veux revenir demain. Ça reste un des premiers objectifs quand même, c'est que les enfants aient envie de revenir. Et puis aussi, peut-être qu'on c'est possible à oublier, du coup on l'a précisé quand même, les parents. De quoi les parents ont besoin pour dire, ce premier jour de classe c'était bien, je suis en confiance, le maître ou la maîtresse a l'air de gérer, ça me plaît. Du coup, bon, il y a évidemment plein de réponses à apporter, mais déjà que chacun puisse se poser ces questions-là, donne une première piste. Oui, alors pour compléter, je dirais que dans le livre, donc le livre on l'a construit vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire en se disant qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que nous on fait avant une rentrée pour être serein. Et du coup, le livre est organisé en 3 parties. On a une partie avant la rentrée, une partie le jour de la rentrée, et une partie après la rentrée, comment on continue. Parce que la rentrée, finalement, elle dure pas une journée, elle dure, on pourrait dire une période, voire 2. En tout cas, la première période, on la considère comme une période de construction du groupe, et la rentrée peut vraiment, être dans une optique de rentrée, de construire des choses avec les enfants, de s'arrêter dès qu'il y a un petit souci pour clarifier les choses et pour être au clair avec les enfants, ça nous paraît primordial. Du coup, dans cette première partie avant la rentrée, qu'est-ce que nous, on prépare pour être serein? On a détaillé 3 chapitres. Un où on pense à l'espace, qu'est-ce qu'on met en place dans la classe, comment on veut installer les classes. Donc, dans le livre, on organise tout ça avec à la fois des théories qui permettent de comprendre qu'est-ce qui va nous pousser vers telle organisation et qu'est-ce qui va nous donner envie de le faire, mais aussi des moments de réflexion, des petits jeux sur tiens, comment moi je me positionne, au même titre que les besoins qui ont été montrés par Nicolas tout à l'heure. Donc une organisation de l'espace, une organisation du temps, comment on va organiser le temps, quel emploi du temps on va mettre en place, quelle programmation, et enfin pour le jour J, il y a un outil qu'on a présenté, qu'on a développé ces dernières années, qui nous a été d'une grande aide, c'est la to-do list, de la rentrée, qui est dans les documents qu'on pourrait présenter là. Voilà. On ne voit pas très bien, mais l'idée c'est de partir à la rentrée en se faisant plusieurs colonnes. Bon là c'est un exemple d'une to-do list que moi j'ai utilisée. Quelle est la liste de tout ce que je dois faire avant d'arriver à l'après-rentrée avec mes collègues? La deuxième colonne, c'est qu'est-ce que je dois faire le jour de l'après-rentrée? Donc, se faire toute une liste avec exactement tout ce à quoi on peut penser. Ensuite, qu'est-ce que je veux mettre en place avec mes élèves les premières semaines? Et cette to-do list, elle peut devenir collective, on peut l'écrire au tableau, on peut cocher au fur et à mesure, et ne pas s'enfermer au départ dans un emploi du temps serré où pendant 10 minutes on doit faire ça, pendant 15 minutes. Voilà. Souvent l'emploi du temps, nous on se met à le construire réellement au bout d'une semaine ou de 2 semaines. Pourquoi? Parce que c'est générateur de stress aussi d'arriver dès les premiers jours en disant, pas de stress pour tout le monde, hein, pour nous y compris et pour les enfants, en voulant déjà dès le début, alors que la classe n'existe pas encore, les habitudes sont pas encore prises, d'arriver à d'avoir déjà l'œil rivé sur l'horloge et là il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on fasse des maths maintenant, sinon non, la rentrée c'est long, effectivement, c'est au moins 4 semaines avant que la classe existe vraiment, que les règles soient installées, les habitudes de travail aussi. Donc vraiment l'idée du temps long. Je t'ai coupé. Et oui, non, pour finir sur cette to-do list, la dernière colonne, c'est justement tout ce qui finalement on aura besoin d'installer sur la période en se laissant un peu plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil qui nous aide beaucoup pour une rentrée sereine, ce qu'on essaye de faire. Après, dans le livre, on a aussi fait toute une partie sur l'autorité qu'on voulait construire, les théories auxquelles on se référait pour construire cette autorité, même si cette partie autorité est aussi très détaillée dans le livre de Charlène Schneider de la collection, Un cadre serein dans la classe, ça se construit. Voilà. Nous, on a essayé vraiment de réfléchir à tout ce qui était nécessaire
tout ce qui nous avait aidé en fait dans notre pratique pour réfléchir à tout ça. Voilà. Et là, sur le format conférence, enfin conférence virtuelle en plus, on voit pas vos visages, on voit pas vos réactions, donc c'est peut-être un peu difficile d'aller plus dans le détail. Mais sur l'espace, par exemple, c'est vrai que c'est la première question. Enfin, les enfants, quand ils vont rentrer dans la classe, c'est la première chose qu'ils vont voir en fait. C'est comment les tables sont disposées. Et là, Sarah balayait rapidement les thèmes, mais c'est vrai que c'est des toutes petites questions qu'il faut, c'est vrai qu'il faut se poser. Oui, il faut se les poser. Il faut faire ci ou ça, non. Mais voilà, est-ce que je veux démarrer l'année en rang, des rangs face au tableau ou pas, et pourquoi? Est-ce que je veux les faire démarrer direct en groupe? Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Est-ce que je peux démarrer d'abord en rang et puis au fur et à mesure de l'année faire des groupes? Là, ce que vous devinez derrière, c'est un espèce de double U qui est pratique au début d'année pour moi. Parce que ça permet d'être au début d'année, on est beaucoup en échange pas frontal, mais discussion collective, beaucoup de construire des règles, construire des habitudes de travail. J'ai besoin moi d'être un peu au centre du truc. Plus tard dans l'année, ça va évoluer tout ça et on arrivera vers des groupes, je le sais, parce que ma manière de travailler implique un peu ça, mais c'est pas du tout une obligation. Donc c'est voilà, c'est ces questions à se poser, c'est pas j'ai vu que ça se faisait comme ça, donc je fais comme ça. C'est j'ai envie de travailler de cette manière, donc je travaille de cette manière. C'est plutôt ça l'idée qu'on essaye de faire passer nous. C'est pas des trucs tout faits où bon, ça s'est toujours fait comme ça, donc oui. Ou les groupes c'est cool, donc faut faire des groupes. Non. Pourquoi et pourquoi faire? Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir vraiment des pistes de réflexion et que chacun adapte selon ses besoins à sa classe, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, effectivement. Et du coup, la question qui vient d'arriver là sur est-ce qu'on place les élèves avant la première journée, alors là c'est pareil, hein, il y a plein de choix possibles. Il me semble que ce qu'on choisit nous tous les deux, c'est de laisser le hasard choisir. Donc, pour répondre très concrètement, moi je vais embaucher mes enfants pour écrire les prénoms des élèves sur des jolis papiers de couleur qui seront en triangle et qui vont les placer au hasard tout simplement. Avec la règle de alterner dès le début de l'année filles-garçons, filles-garçons. Et après, CM1, CM2 mélangé, ça n'a pas d'importance pour moi au début, mais c'est ce choix. On peut aussi laisser les enfants s'installer librement et puis voir s'il y a des ajustements à faire ensuite. Ce que j'aurais envie de dire quand même, c'est de déjà dire aux enfants dès le premier jour, bon, on est placé comme ça pourra bouger et je le déciderai. Dans le livre, on détaille cette partie-là de choix du départ et on propose une réflexion sur les trois choix possibles. Est-ce qu'on laisse les enfants s'installer tout seuls? Est-ce que c'est nous qui décidons? Il y a un autre choix possible ou pas? Non, sur ces deux choix-là. Mais en gros, ou le hasard, étant donné qu'on est sur une idée de se poser des questions à chaque fois sur ce qu'on veut réellement, nous, par exemple, le choix qu'on a fait de choisir pour les enfants, c'est que derrière, la valeur qu'il y a derrière ça, c'est à l'école, on travaille avec tout le monde et on travaille pas forcément que avec ses copains. Donc, ça va être une valeur importante de nos classes de dire à nos élèves, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais dans le travail, on peut s'entendre avec tout le monde et c'est même souhaitable, puisque dans notre vie, on ne choisira pas toujours avec qui on veut être et travailler. On choisira avec qui on veut vivre, mais pas avec qui on veut travailler. Donc, ça fait partie des apprentissages de l'école. Donc, vraiment, ce qui nous paraît important, c'est surtout de savoir pourquoi on fait les choses et de l'expliciter de manière très claire à nos élèves. Voilà. Merci à tous les deux. Et du coup, comme j'ai vu les réponses au sondage, les premières réponses, on a quand même une majorité de personnes qui répondent c'est ma première rentrée. Pour toutes ces personnes, déjà, est-ce que vous pouvez nous refaire le fil de comment ça se déroule la journée de rentrée type en élémentaire? Un petit peu savoir à quoi s'attendre. Alors, d'abord, s'imaginer que les enfants sont encore plus terrorisés que vous.
enfin que nous. Enfin, moi, je dors très très mal à chaque veille de rentrée. Ma mère était prof jusqu'à la fin de sa carrière, et c'est pareil. Le jour de la rentrée, elle dormait pas. Donc c'est très angoissant pour nous parce que on porte beaucoup de choses, mais c'est le cas de tout le monde. Et et qu'en vrai, c'est pas le jour le plus difficile parce que tout le monde a envie de montrer son meilleur en général, et bon, sauf cas particulier, mais voilà. Donc c'est un jour où comment dire, peut-être je vais donner en vrac, hein, mais c'est pareil, c'est l'idée de la to-do list. Après, à chacun de se l'arranger à l'ordre qu'il veut, mais c'est le jour où on donne les premiers cahiers. Est-ce qu'on donne les pages de garde toutes faites ou est-ce qu'on fait écrire les pages de garde aux élèves? C'est le jour où on se rencontre. Donc, quel jeu de rencontre on va organiser? Est-ce que ça va être un truc plutôt sportif, où on doit se regrouper par centre d'intérêt? Voilà, les enfants courent sous le préau. Attention, on se retrouve par couleur de basket. Tac. Attention, par taille de cheveux, paf, on se regroupe, par dessert préféré, pouf, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus en classe, on écrit, on fait chaque élève s'interviewe et puis présente à la classe. Toujours pareil, selon l'âge et selon les capacités d'écriture. Ça peut être plein de choses. Est-ce que on commence une lecture offerte aussi dès le premier jour, si on veut installer ça en rituel, un rituel très 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 bénéfique, hein, selon toutes les études de recherche qui ont été montées là-dessus. La lecture offerte développe d'énormes capacités chez ceux qui écoutent, même si c'est difficile d'écouter. Donc voilà, ce rituel, est-ce qu'on veut le lancer de suite? À quel moment de la journée? Juste avant d'aller manger, c'est tranquille, ça fait une pause, juste avant le soir. Une journée type, ça peut avoir plein de formes. Le principal étant, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je reviens dessus, mais c'est vrai que tout le monde ait envie de revenir le lendemain. Tout en ayant pu dire on a travaillé aussi. Les enfants, ils ont besoin de dire on a travaillé. Ça veut dire on a fait des maths sur ardoise et on a écrit, en fait. Sinon, c'est pas du travail. Pour eux. On a appris une chanson tous ensemble. On a découvert les règles de certains cahiers. Alors, on la pose la question dans le livre, est-ce qu'on donne tous les cahiers dès le départ ou est-ce qu'on attend? On a des choix très différents tous les deux. Moi, je choisis de les donner vraiment petit à petit et d'expliciter clairement les règles de chaque cahier, puisque je fais le choix plutôt d'un cahier par mode de travail plutôt que par discipline. C'est-à-dire un cahier dans lequel on s'applique, un cahier dans lequel on cherche, un cahier dans lequel on va mettre tout ce qu'on apprend au niveau culturel. Donc tout ça, on l'explicite dans le livre. C'est vraiment, pour nous, ce jour-là, un moment un peu très agréable. Donc ça, Audrey Murillo le développe beaucoup dans son livre. Audrey Murillo, qui va faire la conférence de cet après-midi, elle se base vraiment sur de nombreuses recherches et elle dit ce jour-là, les enfants ne nous dévoilent pas qui ils sont et ils sont plutôt en train de prendre beaucoup d'indices sur qui on est. Donc c'est le moment où on a une classe qui nous écoute, hein, la plupart du temps. Des enfants qui sont contents aussi, souvent, j'ai remarqué, qui sont contents de venir parce que c'est la rentrée, ils ont du nouveau matériel, et on va leur donner des cahiers, on va leur présenter la classe. Donc du coup, c'est un moment où on se dit, on va en profiter pour leur montrer que dans cette classe, on peut s'exprimer, que donc ce qu'on propose dans le livre, c'est de leur demander leurs besoins, de leur demander ce que c'est une classe réussie pour eux. Donc on est déjà dans l'installation du cadre, on est aussi dans l'installation du travail. Et c'est vraiment ce petit mélange-là de cadre, travail, coopération, apprendre ensemble une chanson, un poème, qui vont un petit peu donner aux enfants les informations sur cette rentrée, en fait, sur cette classe. Qu'est-ce qu'on veut? Les messages qu'on veut faire passer. Ici, on est une équipe, on se respecte tous. Voilà, c'est le moment où on peut insister sur tout ça. Et du coup, c'est aussi dès le premier jour où il y aura très certainement une question qui va arriver et un phénomène. Alors la question, c'est est-ce que je peux aller aux toilettes? Ça, c'est un classique. On peut faire un concours, hein, qui l'a en premier. Moi, en général, c'est à 42 minutes. Mais et donc, alors, comment on va réagir à ça? Alors, soit on n'y réfléchit pas à l'avance, puis on improvise. Ça me paraît pas terrible. C'est une question qu'on peut anticiper. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je peux aller aux toilettes? C'est pas du tout le moment de la récré, etc.
du coup, soit on a décidé la règle à l'avance et on dit non, dans notre école c'est ça, ou alors la règle existe déjà avec les autres collègues de l'école et donc c'est le moment de la donner aux élèves. Soit il n'y a pas forcément cette règle installée et puis du coup elle va appartenir à la classe, cette règle, et c'est le moment de faire une pause. Quoi qu'on soit en train de faire, on est en train d'écrire la page de garde sur les cahiers, on est en train de s'interviewer, etc. Quoi qu'on fasse, on fait une pause. Il y a une première question. Donc on doit se doter d'une première règle qui va nous être utile toute l'année. Et là, après au choix ou aux possibilités de chacun d'établir cette première règle sans qu'elle soit figée toute l'année. Hein. On a décidé ça, que on n'a pas le droit d'aller aux toilettes entre chaque récré. On fait cette règle à l'essai, puis la semaine prochaine on en reparlera, etc. Ça c'est pareil, c'est des modalités qu'on propose, mais il va y avoir ça. Il va y avoir aussi la sortie en récré. Est-ce que je demande un rang ou pas? Est-ce qu'on peut sortir dès le premier jour comme ça, tous en courant? On n'est pas certain que ce soit une bonne image du premier jour. On n'est pas des professionnels et des fanatiques non plus de l'ordre et de tout ça, mais il y a quand même une idée de sécurité d'abord. Quand on sort et quand on est en rang, c'est bien qu'une classe ait l'habitude de faire un rang parce que quand on ira se promener dans la rue, quand on ira au musée, quand on sortira, le rang, si on sait le faire rapidement, c'est mieux, tout simplement. C'est plus sécurisé. Et puis, il y a une histoire de marquer un symbole. On sort de la classe, on va dans un autre lieu qui est la récréation. On y fait autre chose. Et puis surtout, si on fait le rang pour sortir, on l'exige aussi pour rentrer. Et c'est pareil. La récré est terminée. On va re-rentrer en classe. On souffle, on en profite pour, dans sa tête, dire c'est bon, la récré est terminée, là je vais rentrer en classe. Et vous vous projetez sur, vous, pas vous qui écoutez là, mais vous les élèves, vous les enfants, vous vous projetez sur je vais rentrer en classe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à ma place, je vais m'asseoir tranquille. Non, je rentre pas en courant, etc. Donc, aider les enfants à se fabriquer une bonne attitude, quoi, tout simplement. Ça fait partie du premier jour aussi. Pour compléter, en fait, La réponse va être longue parce qu'il y a plein de choses en effet. Oui. Le premier jour, c'est vrai que le fait de se laisser un petit temps d'emploi du temps, j'ai vu la question suivante là de quand est-ce qu'on installe vraiment le travail. En fait, dès le premier jour, je dirais, on installe le travail. Mais par contre, les premiers jours, on a la possibilité de ne pas tout de suite avoir un emploi du temps défini avec des horaires, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on va pouvoir se permettre de faire des pauses, comme disait Nicolas. Et je reviens sur l'histoire des toilettes parce que on l'a détaillé dans le livre, hein, cette petite partie-là, parce que finalement, elle est importante parce qu'elle arrive en effet tout le temps, parce que ça peut déranger une classe, parce qu'on peut se retrouver vite débordé par ça. Et ce qu'on dit dans le livre par rapport à ça, c'est au moment où cette question arrive, pour nous, c'est le moment de dire aux enfants, voilà, moi je vais vous donner une règle, mais avant, dites-moi vous, qu'est-ce qui pourrait déranger dans le fait de vous dire que vous pouvez aller aux toilettes quand vous voulez. Et là, on liste tout ce qui peut déranger. Les enfants, ils trouvent. Hein. Ils savent pourquoi ça peut déranger. Alors dites-moi maintenant ce qui peut déranger si vous n'avez pas du tout le droit d'y aller. Et là, on peut tout de suite déjà leur montrer, voilà, on est face à une règle qui peut déranger toute la classe si on dit qu'on peut y aller quand on veut, et une règle qui peut interdire à des enfants de se sentir bien parce qu'il y a un moment où s'ils ont envie d'aller aux toilettes, que c'est une urgence, ils ont besoin qu'on leur dise d'y aller. Donc maintenant, on fait appel à votre intelligence, les enfants, à votre sens des responsabilités. Vous voulez avoir ce droit-là dans cette classe pour répondre à un besoin fondamental. Soyez raisonnable. Demandez-nous que quand vous avez une urgence. On peut aussi les informer sur le corps humain, les toilettes, avoir envie d'aller aux toilettes. Voilà, moi je leur dis, ma sœur est kiné, formée sur le périnée, donc elle physiologiquement, on peut attendre un petit peu avant d'aller aux toilettes dans certains cas. Donc voilà, savoir que les enfants sachent que on est dans un collectif et que ces règles-là, on va essayer de pas en abuser pour permettre à tout le monde d'avoir leurs besoins respectés. Et c'est pour ça que c'est assez fondamental et qu'on avait choisi cet exemple-là de la rentrée. Voilà. Non, mais c'est beau parce que c'est exportable à la société entière. Voilà, on a des droits et si on en abuse, on peut plus les avoir ou moins. Donc c'est bien à faire passer. Et puis dès le CP, ça peut marcher, des choses comme ça. Évidemment, on fait des discussions peut-être moins longues, on s'adapte à la capacité d'attention du groupe entier. Mais oui.
Et pour la question de Virginie, sur Virginie Pic, démarrer les premiers apprentissages. Alors j'imagine que vous parlez de français maths, mais peut-être pas. En tout cas, ça c'est déjà un apprentissage, ce que vient d'expliquer Sarah, à notre sens, des apprentissages de MC. Et il faut, hein, il nous semble intéressant de ne pas les négliger, ces apprentissages, et d'expliciter toujours aux élèves. Là, ce qu'on fait, on a fait une pause pour décider d'une règle. C'est un apprentissage, l'apprentissage de vivre ensemble et de construire la classe, des règles, de respecter les règles. Et c'est bien d'expliciter tout ça aux élèves. Tout ce qu'on fait, c'est apprentissage. Tout ce qu'on fait, c'est du travail. On apprend un chant, c'est du travail. On apprend un poème, c'est du travail. Qu'ils aient pas l'impression de rentrer chez eux en disant on n'a pas travaillé parce qu'on n'a pas fait un exercice de conjugaison ou que j'ai pas fait des multiplications croisées à 12 chiffres. Et c'est bien de leur mettre ça dans la tête. Même si on fait le choix aussi de faire du travail écrit, de faire des maths et du français dès le départ, on profite de la rentrée pour lancer, on en parle aussi dans le livre, la méthode La Martinière pour l'ardoise, où chacun a son ardoise, on lance les règles de pourquoi on fait comme ça, tous en même temps l'ardoise. On lance à la fois le cadre, mais on leur montre aussi qu'on est là pour travailler. On leur montre aussi une manière de travailler. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que chacun sait? On a le droit de pas tous savoir. Par contre, on s'écoute, on échange des procédures. Chacun peut expliciter comment il a fait. Écrire dans le cahier. Alors, pour écrire dans le cahier, moi, souvent, je fais le choix de l'écriture de texte parce que je trouve que c'est vraiment un moyen d'évaluer réellement ce que les élèves savent faire. Donc là, je parle en C1, mais en CP, en CP, on peut aussi lancer des petites activités d'écriture différentes, en écrivant un mot au tableau, faisant une phrase commune, voilà. Bon, il y a des choses possibles, mais en tout cas, l'écriture de texte, à partir notamment des jeux de rencontre dont parlait Nicolas, on propose plusieurs activités possibles dans le livre. Interviewer le copain, donc là on en profite pour travailler sur la forme interview, comment on fait pour écrire une interview, ou faire une description d'un copain de classe, ou se présenter soi-même. Travailler déjà sur le lexique en disant mais aux enfants qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot là dans cette présentation, et là on peut déjà écrire une liste de mots au tableau en fonction de ce que disent les enfants, et les enfants vont s'en servir pour écrire leur texte. Donc on est déjà dans du travail, mais on est dans du travail qui s'installe. Et pour répondre à la question quand on peut commencer, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, à vraiment les faire travailler de manière plus disons ritualisée. Nous, on a fait toute une partie sur les rituels dans le livre, où on explique, on donne plein d'exemples de rituels, on explique le pourquoi, du comment, ce choix du rituel par rapport aux différents chercheurs. Et en fait, nous, le choix qu'on fait, c'est que pendant 1 semaine et demie à peu près, on se laisse le temps d'installer chaque rituel. C'est-à-dire que si notre emploi du temps prévoit une série de 5 rituels le matin en maths français, qui chacun dure 10 minutes, et là, chacun va durer 10 minutes. Ça va être très minuté plus tard. Le premier jour ou le deuxième jour, on va installer un des premiers rituels. Par exemple, la dictée, on installe ce rituel et on explicite. Du coup, cette dictée qui durera 10 minutes la deuxième semaine, le deuxième jour, elle durera 30 minutes, voire 1 heure. En tout cas, on se laisse le temps d'installer chaque rituel, de leur expliquer le pourquoi, si c'est en lien avec les devoirs, comment on va travailler. Voilà, nous, on travaille avec des dictées négociées, des dictées guidées. Donc, on en profite, on prend le temps pour qu'après, chaque rituel installé au cours d'année ait du sens pour les enfants et qu'on puisse rentrer vraiment dans ces apprentissages efficaces. Voilà. Et du coup, expliciter, c'est vraiment, voilà, je vous propose cette activité-là, ce travail, parce que voilà, j'ai choisi cette activité parmi plein qui existent. Je choisis ça parce que ça va vous permettre d'apprendre ça et ça et ça. Normalement, on verra après, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. On inclut les élèves dans notre propre expérience parce que c'est un groupe humain qui va peut-être pas réagir à ce rituel-là. J'ai des rituels qui fonctionnent très très bien une année, chaque jour compte avec des CM où on fait ils partent dans des choses fabuleuses, et puis des années ça prend pas du tout, ça fait flop. Bon, on abandonne ce rituel, on en pioche un autre, quoi. Et puis il y en a toujours qui fonctionnent après. Donc au niveau travail, premiers apprentissages, effectivement, oui, c'est dès le début, et puis
dès le début, ça lance après. Et du coup, il y a le petit lien avec la question de Sabrina Chéniaud, des évaluations des évaluations du début de l'année. Alors, attendrai un peu, je ne sais pas ce que ça représente, mais pour ma part, il me semble que les évals vraiment formelles, elles arrivent au bout d'une semaine de classe, parce qu'on s'est installé, on a pris les enfants ont repris l'habitude de retrouver un stylo dans la main, parce que ils sont pas tous fils d'enseignants et donc il y en a ils touchent pas un livre et pas un crayon pendant 2 mois, quoi. Peut-être voire 3 parce que les billets étaient moins chers, etc. Donc il y a des enfants qui ont un autre rapport à l'école et au savoir, et c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste il faut les prendre en compte, quoi. Donc des évals diagnostiques, c'est-à-dire qu'ils vont nous servir à établir un programme peut-être pour chacun ou définir qui sait faire quoi. Dès le début, ça peut paraître un peu rude parce que il faut peut-être d'abord relancer la machine pour certains élèves, reprendre des habitudes scolaires avant de pouvoir évaluer ce qu'ils savent vraiment faire. Donc, moi, je laisse passer une semaine. C'est un choix très personnel. Hein, et avant voilà, de rentrer dans des évals plus formels. Toujours en leur explicitant, les évals de début d'année, à quoi ça va servir. Ça me sert à moi de savoir où vous en êtes, chacun, pas tout le groupe, mais chacun. Et ensuite, si le choix est de personnaliser, différencier un peu beaucoup les parcours, là c'est un outil indispensable et à expliciter aux élèves. Si vous réussissez à ce niveau-là, voilà comme ça pour avoir l'image. Si vous réussissez à ce niveau-là une évaluation de numération, je vais vous donner la suivante. Et puis le niveau d'après, quoi. Et si vous réussissez aussi, vous donnez le niveau d'après. Puis quand vous bloquez, et voilà, vous avez trouvé votre niveau de travail pour l'année, ou en tout cas pour le début d'année. Les exercices correspondants vont arriver, etc. Les évaluations diagnostiques doivent servir aux enfants aussi à se repérer. Où est-ce que j'en suis au début d'année? On refait une batterie au milieu d'année, et puis une autre batterie à la fin de l'année. Dans l'idéal, les mêmes, il nous semble, pour pouvoir se confronter vraiment à soi-même entre 3 moments différents de l'année. Je ne sais pas si ça répond n'hésitez pas à reposer une question si nos réponses ne répondent pas aux questions, si vous voulez. Oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Allez-y, je vous en prie, pardon. L'évaluation diagnostique, ça peut être en effet un moyen de proposer un parcours personnalisé aux enfants, mais c'est pas ce qu'on a développé dans le livre parce qu'on s'adressait à des enseignants quand même débutants et que l'objectif n'était pas de proposer une manière particulière de faire la classe. Les évaluations diagnostiques, ça sert aussi à savoir comment on va pouvoir différencier les différentes compétences qu'on devra travailler à tel niveau, puisque quand on prévoit nos programmations en fonction des programmes, on prend les programmes. Si on est en CE2, on prend les programmes de CE2. Et là, ce qu'on nous demande, c'est à la fois de faire le programme de CE2 et à la fois d'être capable de différencier pour des élèves. Donc ces évaluations diagnostiques vont nous aider à savoir pour qui on aura besoin de différencier, quelle différenciation, quels outils on pourra mettre en place pour ces élèves-là, etc. Et je rajouterai sur cette idée d'évaluation dès le début, je le redis, par rapport à toutes les activités de départ, qu'elles soient ludiques, qu'elles soient d'écriture de texte pour se présenter, qu'elles soient de travail sur l'ardoise, on est déjà dans l'évaluation. Mais on est dans une forme d'évaluation où on est en contact avec les enfants, on est dans une relation bienveillante avec eux. Ça aussi, Audrey Luriot en parle beaucoup et c'est très intéressant parce que dans son livre, elle est vraiment dans la recherche, son métier, et dans des études qui ont été faites. Et donc, c'est ce rapport-là qu'on va mettre en place avec nos élèves qui va être important. J'ai une collègue amie là qui me racontait que son premier jour d'enseignement, elle n'avait pas été prévenue. Elle était arrivée, elle avait fait tout de suite une évaluation à 9h pour ses élèves. Elle avait mis 1 mois et demi à rattraper ses élèves qui s'étaient un petit peu braqués dès le départ sur ce qu'allait être l'école avec cette enseignante. Bon, elle a su rebondir d'après ce qu'elle m'a dit, mais voilà, c'est vraiment important d'être dans cette optique. Oui, j'évalue mes élèves, mais je suis aussi là pour leur montrer qu'on est tous là pour apprendre, qu'on a tous le droit d'être là où on en est, et qu'on est là pour travailler, mais que voilà, chaque moment est évaluable aussi, pour nous, d'une manière différente à chaque fois. On peut évaluer l'entrée en classe, on peut évaluer la manière de s'asseoir, la manière de trifouiller tout son bureau tout le temps, la manière de ne pas sortir le bon cahier au bon moment. Il y a tout ça qui s'évalue parce que les évaluations de début d'année,
elles permettent aussi de, bah tiens, lui là, cet enfant, il y a un truc qui va m'échapper ou que je comprends pas, d'aller voir les collègues qui ont eu l'année précédente, de faire des demandes au RASED. On n'est pas tout seul dans une école. Enfin, des fois on est tout seul physiquement, mais on appartient toujours à un réseau, à un RPI, au moins. Euh, et donc voilà, ces évaluations de début d'année servent aussi à observer l'attitude scolaire, enfin scolaire ou même générale, hein, l'attitude des enfants individuellement. Et ça me semble à pas perdre de vue, quoi. On n'évalue pas que français maths. Là, on a une question. Est-ce que l'on doit faire des évaluations diagnostiques en CPCE1, sachant qu'il y a des évaluations nationales qui arrivent rapidement? Moi, je dirais que à chaque fois que je dois faire des évaluations nationales ou des évaluations que notre inspecteur de circonscription nous demande de faire, même si c'est pas CPCE1 par exemple, ben, j'utilise plutôt ces évaluations-là pour pas que mes élèves fassent des évaluations tout le temps et qu'on puisse aussi avoir le temps d'apprendre, hein, d'être dans l'apprentissage. Donc, ça me paraît intéressant, surtout que les évaluations nationales, elles arrivent assez tôt dans l'année et que, comme je disais, on disait chaque activité peut nous permettre d'évaluer nos élèves. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une forme d'évaluation en plus personnalisée, je dirais. Voilà. Et dans les niveaux où effectivement on reçoit des livrets tout faits, bon, après on peut toujours se rajouter du travail, mais bon, autant utiliser ce qui existe en effet. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on pense de la manière de le retransmettre aussi aux parents, c'est des évaluations standardisées qui peuvent être critiquables et qui sont critiquées par ailleurs. Mais à chacun aussi de s'en emparer, chacun et chacune, pour prendre des informations sur nos élèves. C'est pour détendre un peu l'atmosphère et on peut juste faire ça, quoi. Ce qui peut être intéressant, en revanche, c'est d'avoir une grille d'évaluation déjà prête par rapport aux programmations qu'on a faites, qui viennent des programmes, hein, ça on insiste bien dans le livre. Qu'on a fait, que chacun a fait. Hein, programmation, ça vient pas d'un manuel, ça vient des programmes. Enfin, nous, on insiste vraiment là-dessus. C'est vrai qu'on n'est pas trop dans le il faut, mais là-dessus, les pratiques qui se basent sur les manuels, c'est ça brouille les pistes, hein, et ça, des fois, ça empêche de faire réellement les choses que les enfants peuvent faire, parce que les manuels vont des fois au-delà de ce qui est demandé, etc. Donc, programmation. J'ai fait mes programmations, j'ai mes grilles d'évaluation de ce qui est attendu pour mes élèves, et là, je peux tout de suite compléter. Donc, même si les évaluations nationales, j'ai pas pu remplir toutes les grilles de compétences que j'attendais, je peux aussi compléter par les miennes, en effet, par des activités qui s'appellent pas évaluation aussi, hein, c'est pas... Les rituels, on évalue aussi direct dans les rituels chaque jour. L'évaluation, ça peut être une donnée pour nous, donc c'est pas obligatoire de le formaliser de manière à donner un compte rendu aux élèves, en fait. Hein. Je vais peut-être enchaîner sur la question, il nous reste un petit, à peu près moins de 20 minutes. Je voulais enchaîner sur la question de Mathilde sur l'emploi du temps. Comment faire pour respecter le nombre d'heures demandées par les programmes dans chaque discipline au niveau de l'emploi du temps, en sachant qu'il y a les récréations, le temps d'accueil le matin, le temps du midi, tout ne rentre pas dans l'emploi du temps. Donc, comment faire et puis pour préparer son emploi du temps. Ouais. On n'oubliera pas la question sur les commandes pas arrivées aussi, mais effectivement l'emploi du temps. Là, il y a un petit cadeau qu'on vous fait quand même dans ces livres-là avec les pièces jointes. C'est tout simplement un calcul déjà, parce que le nombre d'heures demandées dans les programmes, se base sur un total de 24 heures par semaine. Alors oui, les enfants sont 24 heures à l'école, mais il y a aussi une demi-heure de récréation en fait chaque jour. Donc, on a fait un calcul savant à base de pourcentages et de tableurs Excel, enfin LibreOffice, juste pour tout simplement pour défalquer ce temps de récré et donner les horaires réels faisables selon chaque matière. Donc déjà, déjà ça fait du bien parce que en fait 1h30 de langue plus 3 heures de sport, etc. Ça loge pas dans ma semaine. Donc, on a aussi retiré les temps de transition. Alors, on a eu des discussions là-dessus. Hein. C'est combien de temps ces temps de transition par jour? Combien de temps on passe à dire à nos élèves de ranger, de sortir le bon cahier Bon, on a compté combien de temps de transition on a mis 10 minutes à chaque entrée de classe. Voilà. Moi, ma classe, elle est à l'étage. C'est long.
par exemple. Mais on a mis un temps qui est beaucoup plus petit que ce qu'on peut avoir comme transition, parce que les transitions dans une classe c'est important, les imprévus aussi. Mais on l'a quand même compté, donc on a aussi des colonnes de après temps de transition décompté, combien on peut prévoir de langue. Donc c'est plus 1h30 comme dans les programmes, ça devient 1h20. Le sport, ça devient 2h30, c'est plus 3h. Voilà. Ça, c'est un travail qu'on a fait parce qu'il nous a paru intéressant, déjà pour nous. Et les choix, c'était pas, on n'aime pas les langues et le sport, on coupe plus ça et puis on fait tout français maths. Non, non, c'est vraiment un calcul objectif, quoi. Donc, enfin, ça fait du bien. Et ensuite, par contre, la dernière partie de la question, il manque du temps sur la semaine. Une fois qu'on a fait ça, il manque du temps sur la semaine, c'est vrai. Il manque du temps pour tout faire. C'est vrai. Ça veut dire faire des choix. Ça veut dire faire des choix aussi. Et alors, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Ça dépend vraiment des groupes, ça dépend de l'âge, etc. Il y a le choix d'identification. Alors, en fait, pourquoi on peut courir après le temps? Parce que, mince, on n'a pas bouclé tout le programme. Mais en fait, de quel programme on parle? Est-ce qu'on parle du programme de connaissances? Est-ce qu'on parle des compétences à acquérir? C'est déjà deux choses différentes. Si on se centre sur travailler par compétences, des rituels qui prennent peu de temps finalement vont pouvoir bien plus facilement que une leçon et des exercices appliqués derrière faire intégrer des règles de conjugaison, de grammaire, de calcul, de numération, de tout en fait. Donc ça, il me semble qu'on insiste beaucoup là-dessus sur le bénéfice en fait, le bénéfice des rituels entre le temps passé à les mettre en place et les avantages que ça crée pour les élèves. On parle aussi de tout ce qui va nous permettre de nous alléger par rapport à ces programmes. Penser à l'interdisciplinarité, qui nous permettent de faire des projets motivants pour les élèves, qui nous permettent aussi de grouper les choses et de pas être dans la course après le temps. On cite aussi beaucoup l'ouvrage de Berthier et ses collaborateurs qui ont lancé les Coniclasses, qui montrent, qui disent que au niveau neuroscientifique, c'est impossible en fait à un enfant d'apprendre tout ce qu'il y a dans le programme scolaire. Donc, il propose de cibler les essentiels, de faire des choix, de permettre aussi aux élèves qui peuvent aller aussi loin, peuvent acquérir toutes les notions qui sont écrites, de leur permettre aussi par la différenciation d'y accéder, mais penser vraiment à ces compétences essentielles. C'est un peu quand même le travail qui a été proposé avec le socle commun de connaissances, de culture, de compétences, vraiment de cibler les essentiels et de se dire qu'est-ce que je veux à la fin que mes élèves aient retenu. Donc, j'ai réellement appris. Donc, on a toute une partie dans le livre sur comment ne pas courir après le temps. On propose des choses pour les temps de transition, au niveau de la présentation de l'emploi du temps avec les élèves qui s'en emparent, que le temps soit minuté, que ce ne soit pas que nous, enseignants, qui gérions le temps, mais aussi les élèves. Voilà, on fait beaucoup de propositions là-dessus. Merci à tous les deux pour ces réponses. Mathilde, d'ailleurs, vous remercie pour cette réponse. Peut-être que justement, pendant qu'on était sur les emplois du temps, vous parlez dans votre livre de chronobiologie. Peut-être que ça va être un sujet qui peut être intéressant à aborder pour la construction justement de son emploi du temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, bah oui. Non, c'est une question intéressante parce que c'est celle-là. Alors, c'est peut-être technique de vouloir pouvoir respecter la chronobiologie ou des recommandations de chronobiologistes. Mais l'idée étant que pour construire son emploi du temps, alors on peut télécharger des emplois du temps tout faits, hein, ça existe. Mais on est plutôt partisans nous de toujours pareil, se poser des questions. Comment je veux que mes élèves, que ma classe démarre et enchaîne. Et pour les emplois du temps, il y a plusieurs questions qu'on me propose à se poser. C'est est-ce que je serais capable, moi, de subir l'emploi du temps que je vais proposer à mes élèves si je prévois qu'ils sont assis à m'écouter pendant 1h30 d'affilée ou est-ce que je veux autre chose se poser des questions de chronobiologie, c'est aussi un peu ça. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans les détails des courbes, d'attention, etc.
qui en plus sont très variables. Mais on pourrait dire la chronobiologie pour les nuls, ça peut être ça. Je fais attention à alterner les moments courts, les moments longs, les moments où on discute, les moments où on est tout seul, où on écrit, les moments où on lit tout seul aussi, les moments où on se défoule, les moments où on doit se concentrer à fond. Par contre, jouer sur voilà les temps de concentration surtout. C'est un peu les neuroscientifiques, la Berthier et consorts, qu'on cite énormément, prendre en compte les capacités de concentration de nos élèves. On ne peut pas leur demander de se concentrer sur une demi-heure d'affilée. Là, même vous, là, vous assistez depuis 50 minutes à notre blabla, vous avez raté des choses. Et on fait l'hypothèse que des enfants, c'est pareil, voire pire. Alors, par rapport à la chronobiologie, du coup, dans le livre, on a pris les recherches. Enfin, c'est toujours la méthode qu'on utilise. Hein. On prend les recherches, on prend les instructions officielles, et ensuite on essaie de construire un outil. Et on a trouvé un emploi du temps type relié à la chronobiologie de l'enfant, avec des préconisations. Et à partir de là, on propose un exemple d'emploi du temps téléchargeable là, on l'a construit pour le cycle 2, un emploi du temps qui pourrait être en lien avec la chronobiologie. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que une fois qu'on est avec les enfants, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui sont en effet en lien avec ce que disent les chercheurs, et puis on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent moins. Donc on réadapte et on trouve l'emploi du temps qui nous va bien aussi par rapport à ça. Voilà. Et par rapport à ce qu'on va découvrir aussi mercredi en journée de pré-rentrée avec les collègues, les disponibilités de la salle de sport, de disponibilité de la bibliothèque, parce que, donc il y a aussi ces impératifs là qui vont venir se caler, et puis on fera avec quoi. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la question de Kathleen sur quelles sont les règles de vie de la classe que vous mettez en place tous les ans. En gros, vos incontournables. Mais il y avait aussi la question d'Elisabeth sur comment faire lorsque la commande de cahier de on passe par celle-ci. C'est important quand même. Ouais. Oui. Comment faire? Ne pas venir. Non. Comment faire? Alors, déjà, est-ce qu'elle n'est pas arrivée ou est-ce qu'elle va arriver? Ça peut arriver aussi le jour de la pré-rentrée, etc. Alors, est-ce qu'il y a une directrice, un directeur qui peut avoir l'information ou les autres collègues ou le fournisseur directement? Et puis des fois, effectivement, sur des créations de postes, sur des arrivées tardives ou des nominations tardives, là, vous êtes peut-être nombreux à avoir ça, on démarre la classe sans rien. Alors, il y a toujours des collègues qui prêtent des premiers cahiers, même si on peut démarrer l'année avec juste un cahier de brouillon par enfant, dans lequel on va faire déjà les rituels, on va écrire, on va faire tout ce qu'on lance sans avoir de trucs formalisés. Après, le matériel arrive de toute façon assez rapidement. Et on peut faire l'hypothèse que dans la première semaine, il n'y a pas encore de leçons, etc. Et puis si on voulait en faire, on n'en fait pas, on le fera plus tard, puisqu'on n'a pas le choix. Donc on peut très bien démarrer avec un cahier de brouillon et un stylo par enfant. Ma foi, c'est pas pratique, hein, évidemment, c'est pas confortable, c'est pas serein, mais si la situation est celle-ci, de manière sereine, à part l'accepter. Je sais pas, t'as d'autres... Oui, et puis notre travail, c'est de travailler selon les compétences. Donc, on va viser une compétence. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? J'ai pas mon manuel pour viser cette compétence. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais chercher des exercices possibles, une mise en situation possible. Je crois que tous les obstacles qu'on peut rencontrer, ça pousse aussi à la créativité. Donc ce chemin marche pas, j'en prends un autre. C'est ce qu'on fait dans notre cerveau, c'est ce que font les enfants dyslexiques quand ils n'arrivent pas à passer par un chemin, ils en construisent d'autres. Donc au final, c'est à la fois la partie compliquée de notre travail, mais passionnante, c'est d'arriver toujours à trouver des solutions face à chaque obstacle, même si c'est pas toujours évident. Donc, en parler avec des collègues si on n'a pas d'idées, mais voilà, je crois qu'on peut toujours trouver des idées sympas et encore plus intéressantes quand on n'a pas de manuel. Parce qu'on est dans la créativité, on est face aux enfants et situation motivante.
puis il y a peut-être 2 rituels phares qu'on propose, enfin bon, on les a pas inventés, hein, mais dictée négociée pour le français, et même ça peut tenir toute l'année parce que c'est tellement riche. Et puis chaque jour compte, adapté. On peut partir vers du calcul, vers inventer un problème dont la solution sera 3, dont la réponse sera 3. Autour du nombre 3, qui est le nombre du jour, le 3e jour d'école. Ou trouver tous les calculs qui font 3, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Après, on voit au tableau, on vérifie, etc. Il n'y a pas besoin de manuel pour ça, et ça coûte moins cher. Du coup, on peut acheter plus de choses, mais c'est pour l'année prochaine quand on parle aussi de création géométrique dans notre livre sur la partie programmation géométrie. C'est aussi un moyen de partir de ce que savent faire les enfants. On a mis à télécharger une fiche de séquence de création géométrique. Alors là, on parle vraiment des enfants. Ils ont besoin que d'un cahier, d'un stylo. Ils font leur création, on les confronte. Nous, on fait des affiches avec le lexique géométrique et on voit que la géométrie, au-delà de faire des exercices, c'est un lexique qu'on utilise sur lequel on se met d'accord. Un lexique qui a une polysémie énorme. Et ça, Berthier en parle beaucoup dans son livre, d'expliciter la polysémie de ces mots qui peuvent mettre vraiment en difficulté des enfants. Le milieu en géométrie, c'est pas la même chose que le milieu. Enfin voilà, des exemples comme ça. Et donc, c'est vraiment intéressant d'être dans cet esprit-là, de partir des enfants. Et nous, on a nos compétences très claires en tête. Donc nous, on peut les amener vers ce qu'on doit travailler avec. Voilà. Donc, c'est peut-être une chance de ne pas avoir reçu les commandes. Non, peut-être pas. C'est bien d'avoir la série de cahiers prête, des jolis cahiers. Voilà, c'est comme on peut. Bon, il nous reste 4 minutes. Peut-être on va prendre la dernière question donc sur les règles vides de la classe avant de conclure. Voilà, je vous écoute. Quels sont vos incontournables? Alors, les incontournables, ils viennent pas de nous. Ils viennent au départ, Bruno Robe, ensuite Sylvain Connac. Alors, Sylvain Connac parle de l'institution zéro. Se mettre au clair dès le départ sur ce que je veux dans ma classe et ce que j'attends, moi, de ma relation avec les élèves. Donc, nous, la première chose qu'on met en place, c'est le code de parole. Donc, on a mis un exemple téléchargeable dans le livre. Et c'est... voilà, on va parler ensemble et dès la première discussion, on va avoir des élèves qui ont le regard ailleurs ou qui discutent entre eux. Et là, on va tout de suite intervenir et leur dire, voilà, on a besoin de se respecter. La valeur première de cette classe, c'est le respect. On a besoin que chacun qui s'exprime soit écouté. Donc, on va mettre en place un code, des codes de la parole. Donc, le code blanc, c'est quand on parle tous ensemble. 1, je respecte les autres. 2, j'écoute celui qui parle. 3, j'attends d'avoir la parole pour parler. 4, je reste à ma place. Alors moi, ça, je leur apprends par cœur. On l'apprend par cœur, on l'apprend en langue des signes aussi. On l'apprend en anglais. Les élèves le connaissent par cœur. On apprend à l'écrire dans le cahier sans erreur. Voilà. Le code orange, c'est on a besoin de travailler et de céder. Mais si on cède, on fait trop de bruit et on va déconcentrer des enfants. Donc on apprend à chuchoter et on prend le temps d'apprendre à chuchoter, de vraiment pas faire de bruit. Alors on fait des essais dans la classe. Allez, on se met tous à chuchoter et on voit que quand on chuchote tous, même si tout le monde parle, on arrive quand même à avoir un silence agréable, enfin un murmure agréable. Donc ça, c'est l'institution zéro. Après, il y a les 4 lois incontournables qui viennent de ce que dit Rob, c'est les interdits anthropomorphiques qui sont à la base de toute société humaine. C'est peut-être anthropologique. Oui, c'est ça, anthropologique. C'est au départ, pour vivre ensemble, on a besoin de pas s'entretuer, on a besoin de pas se violer entre père et mère, enfin pas d'inceste, et de pas se parasiter. Et de ces trois interdits, il a sorti des lois. Et les lois, c'est celles qu'on a reprises de Sylvain Connac. C'est j'ai le droit d'être bien dans mon corps, donc personne me tape, le premier interdit. J'ai besoin d'être bien dans mon cœur, donc chacun enfin ça c'est dans mon corps. Donc la loi numéro 1, c'est j'ai être bien dans mon corps, mon cœur et mes affaires. Je viens là pour travailler et chacun doit me laisser travailler, donc pas de parasitage. Et le maître ou la maîtresse sont là pour tout le monde, donc pas de relation donc là il faisait un lien avec l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire pas de relation personnalisée qui va empêcher le groupe d'avoir aussi sa relation avec l'enseignant.
Et c'est vrai que ces lois qu'on a établies, donc on les a un peu reformulées aussi à notre manière, on les présente dans le livre, on présente pourquoi, on présente d'où ça vient, toujours pareil. C'est quand même un bon pilier qui nous permet de nous être au clair sur ce qu'on attend et dès qu'on a un manquement à ces règles, de pouvoir insister dessus, de pouvoir faire réfléchir les enfants dessus. Là-dessus, on ajoute les discussions philo. Enfin, c'est dommage d'avoir que 4 minutes, mais je te laisse finir. Il ne reste plus de minutes. Non, finir, bon, ça ne va pas être fini, mais l'idée de ces lois aussi, c'est dès le premier jour, de faire passer l'idée que ok, on peut construire des choses ensemble. Est-ce que je peux aller aux toilettes? On va décidons ensemble de cette règle-là. Par contre, il n'y a pas tout qui a décidé, et puis c'est pas open bar, et j'ai rien prévu, et on y va. Non, il y a un adulte quand même et des enfants. Moi, alors j'ai mis du temps, hein, mais maintenant j'assume ce rôle d'adulte. Et du coup, ça me gêne plus que les enfants arrivent et qu'il y ait déjà les lois. Je regarde là parce qu'elles sont là, et qu'il y ait déjà les lois affichées. Le code de la parole affiché, c'est l'institution zéro pour moi. C'est voilà la base. Ça va pas être négociable en fait. On va pouvoir négocier des choses, discuter, construire ensemble, mais ça, c'est moi qui le pose et c'est comme ça. Et du coup, ça aide aussi pour, comme tu disais Sarah, sur quand on va construire une règle, à quoi elle se confronte cette règle? On a des besoins, mais il y a aussi en face des droits des autres, et comment on concilie tout ça. Donc les lois affichées dès le début aident, à notre sens, à construire des règles pas fantaisistes, des règles concrètes, utiles, efficaces, quoi. Efficientes, pas efficaces, efficientes. Et de pas passer trop de temps à discuter sur des choses qui finalement sont assez évidentes pour les enfants. Alors après, on propose une séquence, une prep de séquence à partir des droits, des devoirs. On se base aussi sur les textes institutionnels. La charte de la laïcité, ce qu'on nous demande, ça c'est vraiment les programmes. La déclaration des droits de l'homme et de l'enfant. C'est ça. Et la charte de la laïcité. Ces documents qui sont obligatoires à afficher dans la classe. Donc ça aussi dans le livre, on parle des documents qui sont obligatoires à afficher, il y a toute une réflexion là-dessus. Mais en tout cas, on propose dans le livre toute une séquence là-dessus. Nous, c'est vrai qu'on s'en est un petit peu dégagé ces dernières années en se disant qu'on allait construire ça de manière plus peu à peu, plutôt que faire une vraie séquence là-dessus. Mais en tout cas, on propose vraiment dans le livre 7 exemples de séquences, comment on peut faire pour partir des droits des enfants, des besoins, de ces textes officiels, etc. Il y a Juliana qui vous demande si vous pouvez redonner le nom du concept des 4 lois et où les trouver pour le côté théorique. Alors, pour le côté théorique, nous, on fait une explication dans le livre, c'est-à-dire que tout ce qu'on présente comme outil, on présente la théorie qui va avec. C'est vraiment le travail qu'on a fait. Donc, pour la théorie des 4 lois et le fondement, c'est Bruno Robb, l'autorité éducative. Comment mettre en place une autorité éducative. Donc, on fait un petit résumé dans le livre de ce qu'il a dit et de cette histoire d'interdit. Et ensuite, pour la formulation des lois, les 4 lois, donc j'ai le droit d'être bien dans mon corps, mon cœur, mes affaires. Ça, c'est Sylvain Connac. Donc, on le retrouve dans son livre, son premier livre qu'il avait sorti, je crois, chez ESF, c'était Apprendre avec les pédagogies coopératives. Voilà. Donc ça vient de là, en fait. Dans le livre, on explique aussi, on fait une partie théorique sur ce que dit Sylvain Connac par rapport à ça. On met différents exemples d'affichage qui sont dans nos classes. Je ne sais pas si je répondais à la question. Voilà le concept des 4 lois, en tout cas. Oui, voilà, comme ça, Sophie Courreau vous a répondu, Juliana, en vous donnant le nom du livre concerné. Les 4 lois, c'est plutôt Robb. Au départ, c'est Robb. Robb a transformé ses interdits en loi. Et Sylvain Connac a vraiment déterminé ces 4 lois pour les enfants. On a fait une formulation, en fait, en explicitant. Voilà. Et pour nous, c'est à partir de la page 174. Très bien, merci beaucoup. Mélanger tout ça et de résumer vraiment tout un tas de théories. Et c'est pas pour faire de la pub, mais. Si, on fait de la pub là. Oui, un petit peu, il faut être honnête aussi. Mais...
voilà, on a essayé de donner le condensé de tous les livres qu'on a lus, que Sarah a lus, mais voilà, de donner l'essence en fait de chaque truc. Je vous remercie. Alors, attendez, il y a un petit peu d'écho. Je me permets de couper ton micro, Sophie. Donc voilà, merci à tous d'avoir été présents. Malheureusement, donc on doit s'arrêter là parce qu'il faut respecter l'heure. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vais vous réafficher les références du livre. Voilà, n'hésitez pas à le lire pour avant la rentrée, même pour tout au long de l'année. Vous trouverez beaucoup d'indications. Là, ce que vous avez eu pendant cette petite heure n'est qu'une petite partie du livre. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer ou à le consulter en bibliothèque. Il existe aussi en version numérique. Voilà. N'oubliez pas aussi, si vous voulez vous inscrire, vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn, pour avoir toutes nos informations concernant les prochaines sorties et les nouveautés dans la collection Je me lance en classe. Merci à tous d'avoir été présents, de nous avoir suivis pendant cette heure. Merci Nicolas, merci Sarah d'avoir donné de votre temps pour répondre aux questions des participants. Bah, merci d'avoir organisé ça, et puis merci pour ces questions aussi. C'est bien de pouvoir, plutôt que d'avoir tout un déroulé à suivre, répondre directement aux gens qui posent des questions. Donc voilà, si on a pu vous aider un tout petit peu, bah, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aussi Sophie. Bonne journée et puis bonne rentrée surtout. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.